le président Joe Biden sera comparé au président Kagame du Rwanda, au président Tshisekedi de la RDC ou alors au président Archange Touadéra de la République centrafricaine. Désormais, selon M. Anthony Blinken, c'est la collaboration d'égal à égal. Pourquoi M. Anthony Blinken se soucie tellement de ces élections-là? Parce que, tout simplement, c'est un mécanisme qui permet aux étrangers, aux puissances étrangères, de remplacer le président à la tête de l'État, à la tête des États africains. Là, on parle du Congo, à la tête du Congo. Ils viennent avec du chantage, ils vous disent « Monsieur, vous faites ça, sinon vous organisez les élections. » Imaginez un instant que moi, je vends des cacahuètes, des arachides. Et quelque part, on m'oblige de notifier à qui que ce soit, aux Nations Unies. Prenons ça comme ça, parce que c'est ça, on parle de ces Nations Unies-là. On me dit, M. Mwambi, désormais, vos cacahuètes, vous devez les reporter aux Nations Unies. Dites à qui vous avez vendu. Vous pensez que moi, je serais d'accord avec ça? Non. Je ne serais pas d'accord d'aller notifier qui que ce soit pour dire combien j'ai gagné aux Nations Unies quand je vends mes propres cacahuètes ou quand j'achète de mes cacahuètes. Je n'ai pas envie de faire ça. À combien plus forte raison quelqu'un qui vend des bombes, des lance-roquettes, des chars, des combats, va avoir cette facilité-là, cette joie-là, cette allégresse-là de s'élever, aller aux Nations Unies, dire voilà, nous avons vendu autant de lance-roquettes à la RDC. M. Anthony Blinken a quitté le Congo, il est allé au Rwanda. Et là, il a parlé des droits de l'homme et il a parlé du soutien du Rwanda aux rebelles de M23. Mais il n'a pas pris de mesures. Tout ce qu'il a dit, voilà, nous recommandons les deux présidents de ne pas soutenir des rebelles. C'est-à-dire, il a recommandé au président Tshisekedi de la République démocratique du Congo de cesser de soutenir les FDLR, soit les combattants, les gens qui ont été impliqués dans les génocides du Rwanda en 1994. Il dit au président du Congo, cessez de soutenir ces gens-là. Et au président du Rwanda, il dit, cessez de soutenir le M23. Le M23 qui, de passage, occupe des territoires à l'est du pays, tue les gens, viole les gens. Et pour aller un peu plus loin, il dit, voilà, nous allons soutenir les efforts de l'Angola et du Kenya qui font la médiation entre les deux pays, entre le Rwanda et la RDC. Bref, Anthony Blinken est venu vous dire, nous ne sommes pas intéressés dans vos vies. Que vous vous entretuez, ça ne nous intéresse pas. Vous dites, le Congo a 100 millions d'habitants. Quand est-ce que vous les avez comptés? Ces 100 millions d'habitants, ils habitent dans quelle région? Dans quelle rue? Est-ce que vous connaissez combien d'habitants sont sur une rue de Kinshasa? Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue chez Mwambi International Network dans Point de vue. Monsieur Anthony Blinken, secrétaire d'État américain aux affaires étrangères,
a effectué un périple diplomatique récemment en Afrique. Il a été en Afrique du Sud, il a été en République démocratique du Congo, pour finir au Rwanda. Qu'est-ce qu'il a été faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il nous a endormis en Afrique, au Congo, à Kigali, à Pretoria? Je vais faire un petit commentaire. Je m'appelle Alphonse Mwambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Mesdames et messieurs, M. Anthony Blinken a été en Afrique du Sud. Là, il a révélé la politique américaine africaine. C'est-à-dire, il a parlé d'une collaboration désormais d'égal à égal, c'est-à-dire les Américains et les Africains vont collaborer à égalité, sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire, le président Joe Biden sera comparé au président Kagame du Rwanda, au président Tshisekedi de la RDC ou alors au président Archange Touadéra de la République centrafricaine. Désormais, selon M. Anthony Blinken, c'est la collaboration d'égal à égal. Quelle bonne nouvelle, peut-on dire. Aussi, M. Anthony Blinken a condamné en Afrique du Sud le fait que l'Afrique du Sud, mais surtout l'Afrique en général, n'ait pas condamné l'invasion de la Russie en Ukraine. Et là, il y a la ministre des Affaires étrangères sud-africaine qui lui a tout simplement répliqué en disant « Nous ne voulons plus du paternalisme. » Et ça ne correspond pas du tout. On va collaborer d'égal à égal, mais dans le même discours, on dit non, mais il faut condamner la Russie. Ça commence déjà là, d'égal à égal. Well, let me start this time. I'm glad that Secretary Blinken has confirmed that America is not asking us to choose. I don't recall any attempt by the United States to do that. But in terms of our interaction with some of our partners in Europe and elsewhere, there has been a sense of a patronizing bullying toward you choose this or else. And the recent legislation passed in the United States of America by the House of Representatives, we found a most unfortunate bill that we'd hope the media would say more about, because when we believe in freedom, as I'm saying, it's freedom for everybody. You can't say because Africa is doing this, you will then be punished by the United States. So that's been a disappointing passage of legislation by one house, and we hope the other house will not agree to such offensive legislation. So indeed, it is important that all of us accept our ability to hold different opinions. We are, after all, sovereign nations that are regarded as equal in terms of the United Nations Charter. We may differ in terms of economic power and economic ability to influence development in different parts of the world, but what will make the world work is if we respect each other. This is very, very important. And one thing I definitely dislike... Nous sommes au même pied d'égalité. Mais vous, Africains, vous devez condamner la Russie. Vous n'avez pas de facultés mentales pour analyser vous-même. Non, 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 non. Condamnez la Russie. Voilà, M. Anthony Blinken, ce qu'il a dit. Il a été au Congo, Kinshasa. Il a parlé avec le président Tshisekedi, mais il a aussi reçu la société civile. M. Anthony Blinken a délivré un message à Kinshasa que je peux résumer dans ce sens. Les États-Unis d'Amérique sont
des partenaires privilégiés de la RDC. Le Rwanda soutient le M23, c'est qu'il a condamné. Aussi, M. Anthony Blinken a déploré le fait que le pétrole qui doit être exploité dans les parcs des Virunga et ailleurs vont créer des dégâts environnementaux pour la RDC, mais aussi pour le reste du monde, parce que c'est le deuxième poumon vert, poumon écologique du monde, la RDC ou le bassin du Congo. Et 3 ou 4, M. Anthony Blinken a insisté sur le fait que les élections doivent se tenir en 2023. Mesdames et messieurs, M. Anthony Blinken ne pouvait faire que ces discours-là. Sur les actes et les actions à prendre par rapport à l'implication du Rwanda dans les mouvements des M23 ou dans les mouvements des rébellions, dans l'insécurité de l'Est du Congo, M. Anthony Blinken est resté trop vague pour dire qu'il n'a pas promis quoi que ce soit et on n'attendait pas du tout quelque chose de lui. Souvenez-vous, avant qu'il ne vienne là-bas, j'avais posté une petite vidéo de 3 minutes. 3 minutes et demie, pour être exact. Et alors là, il n'a rien dit. Mais quand il s'agissait du pétrole, là, M. Anthony Blinken avait délivré quelques détails. Il a dit pourquoi ce n'est pas bon, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là où c'était très intéressant, là où il était très clair, c'est les élections. Pourquoi? Parce que les élections, selon M. Anthony Blinken, ça reflète les valeurs américaines. Les élections, la démocratie, cela font partie des valeurs américaines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Congolais attend les élections? Et si les Congolais attendaient les élections, ça devrait venir de M. Anthony Blinken ou ça devrait venir des Congolais eux-mêmes? Et j'ai vu qu'il y a tellement d'intellectuels au Congo qui sont très contents du passage de M. Anthony Blinken. Et surtout le fait qu'il a parlé des élections en 2023. Mais parlons-en des élections. Pourquoi M. Anthony Blinken se soucie tellement de ces élections-là? Parce que, tout simplement, c'est un mécanisme qui permet aux étrangers, aux puissances étrangères, de remplacer le président à la tête de l'État, à la tête des États africains. Et là, on parle du Congo, à la tête du Congo. Ils viennent avec du chantage, ils vous disent « Monsieur, vous faites ça, sinon vous organisez les élections ». C'est ça le genre de langage. Quand ils se trouvent à deux dans un bureau fermé, ils se disent des choses comme ça. Il n'y a pas cette histoire d'égal à égal dont M. Anthony Blinken a parlé. Non. Quand ils sont entre les 4 murs, c'est comme ça. Il n'y a pas d'égal à égal. Les élections, c'est un mécanisme pour remplacer le président à la tête de l'État, à la tête du pays, pour mettre quelqu'un de leur obédience. Si vous n'êtes pas d'accord avec leurs intérêts, on vous remplace. On vous dit, on ne vous remplace pas. On vous dit, vous devez organiser les élections. Et quand on vous dit organiser les élections, c'est-à-dire, vous devez quitter, faire vos valises. C'est ce qui se passe avec Assimi Goïta au Mali. Quand la France, M. Macron, arrive en Afrique, ou
quand la France s'agite en disant on veut qu'il y ait des élections dans un tel délai. C'est parce qu'on ne veut pas de M. Assimi Goïta, de son régime, de toute cette équipe qui est à la tête du Mali pour donner une autre direction au Mali. Alors, revenons au Congo. M. Anthony Blinken dit voilà, il faut des élections. Il promet des finances, il promet tout. Mais quand on lui pose des questions sur ce que les Congolais eux-mêmes trouvent prioritaire, là, M. Anthony Blinken est évasif, il ne répond pas, il est amical, il aime l'Afrique, il aime les vies africaines, et il n'y a rien du concret. Quand Christian Loussakweno, parce que c'est la seule interview que j'ai trouvée la meilleure dans ce passage de M. Anthony Blinken en Afrique, quand on lui pose des questions, qu'est-ce que les États-Unis vont entreprendre au niveau du Conseil de sécurité pour aider le Congo? Zéro. Il faut évidemment une diplomatie, une négociation, mais il faut qu'on arrête d'armer les groupes qui ne font pas partie des armées de l'État et qui, eux, créent une instabilité, une violence, une insécurité qui afflige le peuple qui habite à l'est du Congo depuis des années. Donc je vais en parler, j'en ai parlé ici, j'en parlerai demain au Rwanda. De les armer par qui? Le Congo est quasi sous embargo, il doit tout déclarer. Il est clair que ce sont les voisins. Alors je repose ma question, est-ce que vous êtes prêt à mener ce rapport des experts au Conseil de sécurité pour qu'on en arrive à des décisions claires à l'égard de ceux qui les arment? Dans les jours à venir, je me concentre sur la diplomatie, ce qui veut dire deux choses. Premièrement, un soutien pour les efforts de médiation qui sont tenus par l'Angola, par le Kenya, où lance maintenant presque l'ancien président Kenyatta, mais qui a toujours ce dossier en main. Deuxièmement, nous-mêmes, directement, avec le gouvernement ici au RDC, avec le gouvernement au Rwanda, nous essayons d'aider à trouver une solution diplomatique par la voie de négociation, mais cette solution doit inclure l'idée qu'on n'arme plus ces groupes comme M23. Vous croyez encore à la diplomatie? Après le Luanda, après l'accord de Nairobi, rien ne bouge sur le terrain, Bunagana est toujours occupé. Si votre visite, on attend beaucoup de vous dans la région, n'aboutit à rien, ne faut-il pas craindre le pire? Vous savez, une visite ne suffit pas, il faut une suivi continu, c'est ce que nous faisons. Le Congo, par exemple, ne peut pas acheter des armes pour faire face à ces terroristes de M23 ou encore d'autres terroristes qui sont actifs à l'est du Congo, pas seulement à l'est du Congo, dans le Kasaï là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le Bandundu, on ne sait pas ce qui se passe. À l'Équateur, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on dit non, 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 on ne vous a pas imposé un embargo sur les armes. Non, on a dit tout simplement qu'il faut notifier. Vous allez acheter des armes et la société qui vous vend des armes a l'obligation de notifier au niveau des Nations Unies pour dire voilà, la RDC, nous lui avons fourni des armes de tel type pour un montant comme ça. Imaginez un instant que moi, je vends des cacahuètes, des arachides. Et quelque part, on m'oblige de notifier à qui que ce soit, aux Nations Unies. Prenons ça comme ça, parce que c'est ça, on parle de ces Nations Unies-là. On me dit, M. Mwambi, désormais, vos cacahuètes, vous devez les reporter aux Nations Unies. Dites à qui vous avez vendu. Vous pensez que moi, je serai d'accord avec ça? Non. Je ne serai pas d'accord d'aller notifier qui que ce soit pour dire combien j'ai gagné aux Nations Unies quand je vends mes propres cacahuètes.
ou quand j'achète de mes cacahuètes. Je n'ai pas envie de faire ça. À combien plus forte raison quelqu'un qui vend des bombes, des lance-roquettes, des chars, des combats, va avoir cette facilité-là, cette joie-là, cette allégresse-là de s'élever, aller aux Nations Unies, dire voilà, nous avons vendu autant de lance-roquettes à la RDC. C'est un moyen de décourager la RDC, mais aussi des vendeurs d'armes, de vendre des armes à l'État congolais. Et c'est une façon, c'est un moyen pour affaiblir l'État congolais afin que l'instabilité, l'insécurité, le chaos règnent dans ces gigantesques pays au cœur de l'Afrique. Parce que le chaos, c'est intéressant. Le chaos, ça donne de l'argent. Le chaos, c'est un investissement à long terme parce que après 20 ans, après 40 ans, il y aura toujours des jeunes gens qui viendront de l'Europe, de l'Occident, pour venir aider, pour venir former les militaires, les gens qui ils viendront pour aider à ce qui est stabilité. Il faut une instabilité éternelle pour qu'il y ait une stabilité éternelle, c'est-à-dire des gens qui viendront, qui vont débarquer de partout pour vous aider à retrouver la paix, à vous entendre les uns les autres, à organiser les élections dans un bon délai, ainsi de suite. Ça sera éternellement comme ça si nous n'ouvrons pas les yeux. M. Anthony Blinken a quitté le Congo, il est allé au Rwanda. Et là, il a parlé des droits de l'homme et il a parlé du soutien du Rwanda aux rebelles de M23. Mais il n'a pas pris de mesures. Tout ce qu'il a dit, voilà, nous recommandons les deux présidents de ne pas soutenir des rebelles. C'est-à-dire, il a recommandé au président Tshisekedi de la République démocratique du Congo de cesser de soutenir les FDLR, soit les combattants, les gens qui ont été impliqués dans les génocides du Rwanda en 1994. Il dit au président du Congo, cessez de soutenir ces gens-là. Et au président du Rwanda, il dit, cessez de soutenir le M23. Le M23 qui, des passages, occupe des territoires à l'est du pays, tue les gens, viole les gens. Et pour aller un peu plus loin, il dit, voilà, nous allons soutenir les efforts de l'Angola et du Kenya qui font la médiation entre les deux pays, entre le Rwanda et la RDC. Bref, Anthony Blinken est venu vous dire, nous ne sommes pas intéressés dans vos vies. Que vous vous entretuez, ça ne nous intéresse pas. Parce que quand on vous dit allez-y, ce problème-là doit être résolu par des instances ou des institutions régionales, c'est une solution politique pour dire ça ne nous intéresse pas. Nous n'avons pas une solution pour ça. Faites ça, ça nous arrange. La situation telle qu'elle est nous arrange. C'est ça ce que Anthony Blinken a dit. Quand il dit nous allons soutenir les efforts du Rwanda et du Kenya pour résoudre cette situation, c'est parce que cette situation telle qu'elle est en ce moment les arrange. Et ça, c'est tout à fait légitime par rapport aux stratégies américaines, par rapport aux plans américains, par rapport à la vision du monde
américaine. Une vision du monde qui est conseillée, qui est écrite pour les États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis d'Amérique, l'Afrique n'est pas un enjeu en soi. C'est un enjeu, bien sûr, parce qu'il y a des éléments géostratégiques, des minéraux, qui les intéressent, qui sont pour leur survie de la sécurité nationale. Le cobalt, le coltan, ainsi de suite. C'est pourquoi il est là. Mais pour le reste, les penseurs américains l'ont dit. Le Brzezinski, dans le grand échiquier, il a dit, pour les États-Unis, il faut que ça soit et ça reste la seule puissance, la seule grande puissance au monde. Et c'est même ça la raison de cette guerre-là en Ukraine. Si M. Poutine n'avait pas attaqué l'Ukraine cette année, cette guerre-là contre la Russie allait coûte que coûte venir, tôt ou tard. Parce que c'est le plan des États-Unis de dominer le monde. Surtout la Chine. Henry Kissinger, il décrit ce que sera le monde américain dans la géopolitique mondiale. Il y a beaucoup d'Américains qui ont écrit, qui ont conçu le monde. Alors là, j'ai une question par rapport aux Congolais qui ont vu M. Anthony Blinken, qui sont fiers de l'avoir vu, de lui avoir parlé. Quel est votre Congo après 10 ans, après 20 ans, après 40 ans, après 60 ans? Quel est le Congo que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Un Congo des élections? Parce que M. Anthony Blinken a parlé des élections. Et tout le monde a crié, oui, nous voulons les élections pour remplacer Tshisekedi. Je vous ai dit dans d'autres vidéos, ce n'est pas Tshisekedi le problème. Vous pouvez remplacer Tshisekedi par le docteur Mukwege, qui est un homme intègre, un homme très fort, avec un discours très fort. Vous allez avoir le même problème. Vous pouvez mettre quelqu'un d'autre à la place de Tshisekedi. Vous allez avoir le même problème. C'est ce qui se passe au Mali. Quand Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, avec son équipe, disent « Nous ne faisons pas des élections. Ici, ce ne sont pas les élections. La crise malienne n'est pas causée par les élections. Il y a d'autres maux qui sont à l'origine de la crise malienne. Résolvons d'abord ces mots-là, cette crise-là, avant de penser élection. Parce que les élections, ça intéresse Macron. Il s'agite. Il a été en Afrique, il a été voir toutes les instances pour dire non, non, il faut qu'il y ait des élections là sur place au Mali. Parce que les élections, c'est un moyen de dire à ce président-là, partez, nous voulons mettre quelqu'un d'autre à votre place. C'est ça le sens des élections. Pour acheter les armes et combattre le M23 et les autres rébellions, on vous dit non, 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 il faut notifier. Mais pour faire les élections, ils sont là, il y a l'argent, ils vont donner, ils vont tout faire. En 2006, un exemple. J'arrive à Kindu, je suis observateur international des élections là-bas. Il y a les Tambo Mamba qui étaient des candidats, ainsi de suite. Je suis dans un bar, sur une terrasse, et je
Je demande à un jeune homme, je dis voilà, je vais aller aux toilettes. Le jeune homme me regarde comme si j'avais commis un péché, le plus grand péché du monde. Il commence à se moquer de moi. Il dit, mais vieux, vous savez, vous nous amenez tout ça, les élections, avec les Kofi Annan, les négociations à gauche, à droite, des millions d'argent, des crayons, toute une logistique. On fait les élections. Mais vous savez, il poursuit, construire une toilette, ça ne demande pas les Nations Unies, ça ne demande pas des négociations, ça ne demande pas des millions. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire construire une toilette? Il me dit, il n'y a pas de toilette. Vous pouvez aller derrière là-bas, vous soulager, il n'y a pas de toilette. Est-ce que nous avons des toilettes suffisantes aujourd'hui en 2022? À Makala, j'ai été là-bas, la prison centrale de Makala à Kinshasa, observateur des élections. J'arrive là-bas, il y a tout un bureau. Le président du bureau, les secrétaires, les observateurs, ainsi de suite. Il y a une dame qui était là-bas, qui observait. Et moi, je l'observais aussi, parce que j'observais tout le monde. Je demande à la dame, « Madame, est-ce que vous pouvez me dire, vous êtes de quel parti, vous observez comment ?» Elle me dit, mais toi aussi, qu'est-ce que tu as à me poser des questions comme ça? Observer quoi? Je dis, mais vous observez les élections. Vous êtes témoin. Elle dit, c'est quoi témoin? Je dis, mais vous êtes ici? Elle me dit, non, papa. Moi, je suis ici parce que le président m'a téléphoné, quelqu'un m'a téléphoné pour me dire, va là-bas, tu vas rester là-bas autour des élections, là, les histoires, là. Tu t'assois. Après, quand ce sera fini, on va te payer et tu rentres à la maison. Voilà les élections pour cette dame-là. Un autre exemple. J'arrive quelque part, je ne sais pas, au Bas-Congo ou je ne sais pas où. Je dis à une dame, voilà, je suis observateur international, je viens observer les élections, et ainsi de suite, pour qu'il n'y ait pas fraude et tout ça. Alors la dame a dansé. Elle a invité toutes les dames du quartier. Venez, venez, venez. Notre frère, il est venu de l'Europe. Il a beaucoup d'argent. Il est candidat. Nous allons faire campagne. Nous allons battre campagne pour lui. Et il me dit à moi, c'est Dieu qui t'a envoyé chez nous. Parce que nous, ici, nous battons campagne pour tout le monde. Donnez-nous seulement de l'argent. Nous allons battre campagne. Vous allez devenir député. J'ai dit, mais député, c'est quoi? Il dit, mais tu vas gagner de l'argent, tu vas devenir politicien. Je lui explique encore, je tente encore de lui expliquer c'est quoi mon rôle en tant qu'observateur. Elle ne m'a pas compris. C'est ça les élections que vous voulez tenir? Vous dites, le Congo a 100 millions d'habitants. Quand est-ce que vous les avez comptés? Ces 100 millions d'habitants, ils habitent dans quelle région? Dans quelle rue? Est-ce que vous connaissez combien d'habitants sont sur une rue de Kinshasa? Dans un quartier de Kinshasa? Les routes qui lient une ville à l'autre, une région à l'autre, un quartier à l'autre, sont déjà organisées? Et tout ça, ça ne nous intéresse pas. Et tout ça, ça n'intéresse pas M. Anthony Blinken, les Américains. Tout ce qui les intéresse, ce sont les élections, des valeurs, leurs valeurs qui sont des valeurs universelles. Nous voulons aller aux élections. Les élections de Montesquieu.
Si votre mère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère vous demande c'est quoi Montesquieu, vous serez très fier avec votre cravate à lui expliquer Montesquieu. Vous pouvez lui expliquer pendant 1001 années. Elle ne va pas comprendre. Parce que d'abord, le nom Montesquieu, ce n'est pas un nom africain. Ce n'est pas un nom congolais. Donc, il ne va pas comprendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est-à-dire qu'il faut chercher des valeurs qui correspondent avec votre système étatique, système tout court. Mais si vous ne le faites pas, vous courez comme des moutons derrière des philosophies, des principes des autres, vous êtes condamné à mourir plusieurs fois et éternellement. Vous pouvez remplacer le président qui est là, vous mettez un autre, vous allez toujours vous retrouver avec cette histoire du Congo en tant que poste commercial, où on a fait partir le roi Léopold II, Mobutu, les Kabila, ainsi de suite. Parce que les élections sont là pour faire partir. Ce n'est pas le peuple qui vous élit, c'est le souverain, ce sont les Occidentaux, ce sont les grands financiers, ce sont les pétroliers, ce sont les multinationales, ce sont ceux-là qui décident. M. Anthony Blinken est allé au Rwanda. Il a condamné Kigali, mais il a eu des difficultés à le dire. Parce qu'il dit à Kigali, nous condamnons le fait que le Rwanda soutienne le M23. Et il dit en même temps, j'ai dit aussi au président Tshisekedi de ne plus soutenir le FDLR. Le FDLR, c'est quoi? C'est ce mouvement-là, je vous l'ai dit, qui est impliqué dans les génocides au Rwanda en 1994. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est toujours là? J'ai des informations selon lesquelles ces gens-là sont des vieillards. Il y en a qui sont partis au Cameroun, il y en a qui sont partis ailleurs, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont arrêtés. Mais bon, ce sont des paradigmes, c'est une construction, ce sont des arguments parce que quand il n'y avait pas d'état de siège à l'est du pays, quand il y avait l'or qui partait à Kampala, qui partait au Rwanda, là, les FDLR n'existaient pas. Mais quand il y a maintenant un peu d'ordre à l'est du pays, du coup, il y a les FDLR qui surgit, qui va tuer de l'autre côté. Mais mettons ça de côté. Est-ce que c'est une affaire des Américains? Oui, c'est une affaire des Américains. Dans une certaine mesure, oui. Parce que les Américains utilisent aussi bien Kigali que Kampala. Comment? Parce que depuis que les Américains ont eu un fiasco au niveau de la Somalie, début 1990, avec cette opération Restore Hope en Somalie, où il y a eu des Américains qui ont été tués, les Américains ont plié bagage. Un peu comme ils ont fait en Afghanistan. Ils sont partis, mais ils n'ont pas amené toutes les armes avec eux. Ils ont laissé une grande partie à Kampala. Et à partir de ces moments, ils ont commencé à utiliser et Kampala, et Kigali, et les autres pays, le Kenya aussi, pour ce qu'ils ont construit comme la lutte contre le terrorisme. Et dans cette philosophie-là, Kampala, Kigali, Kenya ont aidé à ce que le Soudan soit divisé par deux. Pourquoi le Soudan devrait être divisé par deux? Parce que al-Bashir, le président al-Bashir de l'époque, avait logé Bin Laden et il avait instauré la charia, donc la loi islamique, et surtout,
il avait contrôlé, il avait refusé le pétrole à Chevron. Chevron, qui est une société américaine, comme Shell, comme Total. Chevron, c'est la société qui avait découvert le pétrole au Soudan. Et quand M. al-Bashir arrive au pouvoir, il dit non, il donne le pétrole aux Russes et aux Chinois. C'était tout ça, la guerre, les Darfour, ainsi de suite. On a coupé le Soudan du Sud. Depuis qu'on a coupé le Soudan du Sud, il n'y a plus de problème. Mais au Soudan du Sud, là, il y a des problèmes chaque jour, des problèmes d'insécurité, des problèmes de famine, des problèmes tout court. Mais M. Kiir, avec son chapeau, le président sud-soudanais, et il est là, on le laisse tranquille, avec son chapeau que George W. Bush lui a offert. Vous trouvez ce chapeau-là, il l'a tout le temps. C'est un chapeau colonial, esclavagiste, un chapeau qui symbolise même cette aliénation au niveau du peuple africain, de l'élite africaine. Et pour faciliter toutes ces tâches-là, les Américains, après le fiasco de la Somalie, ils se sont dit, nous n'envoyons plus nos enfants dans des catastrophes comme ça. Nous allons utiliser les enfants des Africains eux-mêmes, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, ainsi de suite. On va les envoyer là-bas sous couvert de l'ONU. Ils vont faire notre boulot. Et pour les pays, on leur donne de l'argent, bien sûr, des privilèges diplomatiques, mais aussi on ferme les yeux sur d'autres situations comme ces attaques-là à l'est du pays, prendre une partie du territoire congolais. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Sarkozy est venu au Congo, il a dit, voilà, vous avez un trop grand pays, il faut céder une partie au Rwanda. Il y a aussi notre ministre du Développement, M. Bert Koenders, le ministre hollandais, qui a aussi fait cette mention au niveau du Parlement ici pour dire le Rwanda, c'est tout un petit pays, il y a une démographie plus forte, il faudra qu'une partie du Congo soit accordée au Rwanda. Et il y a aussi les Américains, certains Américains qui disaient déjà, voilà, le Kivu, il faut oublier, c'est sous l'administration de Kigali. Et Anthony Blinken le dit aussi, mais dans des termes politiques. Donc c'est parce que ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants aller mourir. Ils préfèrent envoyer les enfants des autres. Et il y a aussi un prix pour ça. Et ce prix-là, c'est une partie du territoire congolais qu'on leur accorde. Alors, est-ce qu'il faut attendre quelque chose des Américains? J'ai dit non. Je dis non. Est-ce qu'il faut organiser les élections pour résoudre ça? Je dis non. Est-ce que M. Anthony Blinken nous a amené une pilule magique pour résoudre tous nos problèmes? J'ai dit non. Mais tout simplement, il faudra que nous puissions nous prendre en charge. Ce jargon-là, ce n'est pas la première fois qu'on l'entende. Il y a la population, le peuple congolais qui s'est pris en charge en se comportant d'une certaine manière vis-à-vis de l'ONU qui a commencé à tuer les Congolais. Je pense que les intellectuels congolais devraient réfléchir. On devrait avoir des Kissinger congolais, des Brzezinski congolais, qui réfléchissent le Congo, qui pensent le Congo dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Ce ne sont pas les élections qui vont résoudre ces problèmes-là. On va changer de président. Si vous êtes d'accord, oui, vous leur donnez tout. Vous restez éternellement au pouvoir. On ne va même pas vous demander d'organiser les élections. Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre garde du corps qui va vous tuer. Comme on a tué Mouzé Désiré Kabila dans son office.
C'est le seul président au monde qui a été tué dans son bureau parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique américaine, avec la politique occidentale. C'est parce qu'il ne voulait pas collaborer avec les Fonds monétaires internationaux, avec la Banque mondiale. Des instances qui endettent et endettent les pays africains, mais qui n'investissent pas dans l'enseignement. Et parlons de l'enseignement. Vous voulez aller aux élections avec un enseignement bidon. Vous avez des enseignants qui ne savent pas enseigner. Vous avez des professeurs d'université. Parfois, quand je parlais avec eux, quand je suis à Kinshasa, je me dis, vous êtes professeur. C'est ça, cette génération. Et la génération future, ça sera le produit de cette génération pourrie. Non. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. Pensons le Congo autrement. C'était ça ma réflexion de ce soir. C'était pas pour vous donner des leçons, pas pour donner, pour dire voilà, je connais plus que les autres. Non, c'est une façon, je suis un catalyseur pour vous provoquer votre réflexion, pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir d'une façon profonde avec des jeunes gens d'aujourd'hui qui passent leur temps en longueur sur les réseaux sociaux à suivre des danses, des prières, des bières. Ce n'est pas avec ça, ce n'est pas avec la danse, ce n'est pas avec la prière qu'on va construire un pays, qu'on va construire un continent. Prenez-vous en charge, c'était Alphonse Mouambi à partir de La Haye aux Pays-Bas. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, votre chaîne YouTube, Mouambi International Network. Abonnez-vous, mais aussi aimez la page Mouambi International Network. Partagez aussi cette vidéo, mais aussi les vidéos précédentes. C'est pour créer ce catalyseur, pour qu'enfin les jeunes gens, les autres puissent suivre ça et qu'ils commencent aussi à réfléchir. Comme ça, on va réfléchir ensemble. Le monde entier va réfléchir et nous allons avoir un monde merveilleux où il fait bon vivre pour tous, pas pour une partie du monde, pas pour une partie des personnes. Je vous remercie et bonne soirée chez vous. Merci. Au revoir.